La pluie tombait drue sur le cimetière du village, lavant les visages en deuil d'un silence lourd. Claire fixait la tombe fraîche, les mains tremblantes, encore incapable de pleurer. Quand le notaire lui tendit l'enveloppe scellée, une lettre de son père écrite avant sa mort, elle pensa à un dernier mot tendre, une rédemption, mais ce qu'elle lut fit exploser le monde en elle. « Je ne suis pas ton père, je suis ton grand-père, et ta sœur, et ta vraie mère. » Claire Marchal avait 42 ans, mais elle portait ses années comme on porte une veste trop lourde. Épaisse, inconfortable, cousue d'histoires jamais racontées. Elle vivait à Bordeaux, dans un appartement calme, ordonné, presque trop silencieux. Correctrice indépendante pour une maison d'édition, elle passait ses journées à gommer les erreurs des autres, sans jamais parvenir à corriger les siennes. Célibataire, sans enfant, elle vivait seule avec ses chats et ses souvenirs. Il y avait dans sa manière de parler une retenue constante, comme si chaque mot pouvait être un pas de trop vers quelque chose qu'elle fuyait. Elle n'avait pas remis les pieds à Saint-Julien-de-Verdon, le petit village du Lot où elle avait grandi depuis 15 ans, depuis l'accident, depuis la coupure. Elle n'avait pas revu son père, Jean Marchal, depuis qu'il s'était violemment disputé à propos d'un secret qu'elle n'avait jamais su nommer, mais qu'elle avait toujours senti tapi dans l'air. Un non-dit massif, flottant entre les silences et les regards fuyants. Quand le téléphone avait sonné 3 jours plus tôt pour lui annoncer la mort de Jean d'une crise cardiaque brutale, elle avait ressenti rien. Ni chagrin, ni soulagement. Juste un vide, un vertige. Comme si son histoire venait de perdre un chapitre, mais qu'elle n'était même pas certaine d'avoir lu les précédents. La voilà donc, de retour. Le clocher du village sonnait encore les mêmes heures, les ruelles pavées, les volets bleus, les visages qui se détournaient poliment à son passage. Personne ne semblait surpris de la revoir, comme si tous savaient qu'elle reviendrait un jour, pour ça. À l'église, pendant la messe, Claire avait observé sa sœur, Élodie, le 10 ans son aimée, assise au premier rang, raide, impeccable, le regard rivé sur le cercueil. Leur mère, Françoise, morte depuis 8 ans, n'était plus là pour jouer les médiatrices ou les masques. Le passé semblait prêt à déborder. Et puis, il y avait eu cette enveloppe, ce testament, ce moment précis où tout a basculé, une lettre, une vérité, une déflagration. Claire n'allait pas seulement enterrer un homme, elle allait déterrer toute une vie. La pluie tambourinait encore sur les vitres du notaire quand Claire entra dans le cabinet, trempée, glacée mais droite. Sa robe noire collait à ses jambes, ses cheveux bruns mouillés encadraient son visage comme des cordes. Le notaire, me Julien Lacombe, leva à peine les yeux de ses papiers. « Mademoiselle Marchal, veuillez vous asseoir. » Claire s'assit sans un mot. Elle n'avait pas dormi de la nuit, hantée par des souvenirs diffus, par la sensation étrange d'avoir franchi un seuil invisible en revenant ici. Le notaire déposa une enveloppe en papier jauni sur le bureau, fermée, à la cire rouge. Son nom y était inscrit de la main même de Jean. « Votre père, Jean, a laissé une lettre. À vous seul. Elle ne fait pas partie du testament officiel. Il m'a demandé de vous la remettre en main propre, après la cérémonie. » Claire sentit son estomac se contracter. Elle prit l'enveloppe d'une main tremblante. Elle hésita à l'ouvrir là, devant lui, mais quelque chose lui dit que ce qui s'y trouvait n'avait rien à faire ici. Pas sous ce néon froid, pas sous ses regards professionnels. « Merci, j'allierai plus tard. » Elle l'ouvrit 1 heure plus tard, seule dans l'ancienne chambre de son adolescence, au premier étage de la vieille maison de famille. Les murs n'avaient pas changé. Les posters, le vieux lit, l'odeur de bois humide et de lavande séchée, tout était figé. Elle déchira la cire, glissa le papier hors de l'enveloppe. La lettre tenait en quelques lignes. « Claire, si tu lis ces mots, c'est que je suis mort. Tu ne m'as pas revu depuis longtemps, et je n'ai pas su te dire la vérité de mon vivant. J'ai été lâche, mais tu mérites de savoir. Je ne suis pas ton père, je suis ton grand-père. Ta vraie mère, c'est Élodie, ta sœur. Elle avait 17 ans. C'était une autre époque. Les gens n'auraient pas compris. Alors, ta grand-mère et moi, on a pris cette décision. Françoise t'a élevée comme si tu étais la nôtre. Et Élodie a dû faire semblant d'être ta sœur. Pardonne-nous, on a voulu te protéger. Mais j'ai peur que ça t'ait détruite. Jean.
Claire resta immobile. Le papier glissa de ses mains. Le sol semblait se dérober. Son cœur battait dans ses tempes, dans ses doigts, dans sa gorge. Un bruit au rez-de-chaussée, une porte, Élodie. Claire descendit lentement les marches. Chaque marche résonnait comme un coup de tonnerre. Elle la trouva dans la cuisine, en train de faire du café. Comme si rien n'avait changé, comme si tout était encore à sa place. « C'est vrai ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. Élodie se figea. Le café déborda un peu de la tasse. Silence. Puis, « Il t'a écrit, hein, je m'en doutais. » Claire s'approcha, le visage ravagé. « Pourquoi ? Pourquoi ne m'avoir rien dit ? Toute ma vie, tu as fait semblant d'être ma sœur, tu m'as laissé croire que maman était... maman !» Élodie posa la tasse, elle pleurait sans bruit. « Parce qu'on m'a forcée, Claire, parce que j'avais honte, parce que j'avais 17 ans et que j'étais seule et qu'ils m'ont pris mon bébé. Tu n'étais pas censé savoir, jamais. » Un silence déchirant. 2 vies suspendues. 2 femmes face à 30 ans de mensonges. Claire trembla. Un sanglot monta. Mais ce n'était pas un sanglot de tristesse, c'était un cri, un hurlement. Elle quitta la maison en courant, dans la nuit, sous la pluie. Les pierres glissantes du jardin, le portail qui grinça, la voix d'Élodie qui l'appelait derrière. Mais elle n'écoutait plus. Elle avait été élevée dans un mensonge. Et maintenant, tout commençait à s'écrouler. Le lendemain matin, un calme étrange régnait sur Saint-Julien-de-Verdon. Claire n'avait presque pas dormi. Elle avait erré toute la nuit sur les chemins forestiers autour du village, comme une âme sans ancrage. Quand l'aube s'était levée, elle était rentrée, le visage marqué, les chaussures pleines de boue. Assise sur le rebord du lit, les mains jointes, elle fixait le sol de l'ancienne chambre de sa jeunesse. Elle s'était demandé « Est-ce que j'ai été la seule à ignorer la vérité ?» Et une idée s'était imposée, violente, insupportable. Tout le monde savait. Elle décida de le vérifier. Elle commença par aller chez Yvette, l'épicière du village, une femme aux cheveux blancs, réputée pour tout savoir sur tout le monde. « Bonjour, Claire », dit-elle avec un sourire figé, un peu trop précautionneux. « Je peux vous poser une question, Yvette ?» La vieille femme hocha la tête. Claire inspira. « Est-ce que vous saviez, pour moi ?» Yvette détourna le regard, silencieuse, gênée. « Jean m'a élevée comme sa fille, mais c'était mon grand-père. » Et Élodie, elle ne termina pas. Yvette soupira. « C'était un secret, un vieux secret, le genre de choses qu'on n'ose pas dire. On disait que c'était mieux ainsi, qu'il valait mieux te protéger. »« Mieux pour qui ?» demanda Claire, la voix cassée. Silence. Yvette n'avait pas de réponse. Dans les jours qui suivirent, Claire interrogea d'autres personnes du village. L'ancien instituteur, le curé, même certains voisins qui lui avaient offert des tartes quand elle était enfant. Tous avaient les mêmes silences, les mêmes regards fuyants. Et Claire se sentit trahie. Pas seulement par sa famille, par tout le village. Elle n'était pas une enfant du mensonge. Elle était l'enfant d'un mensonge collectif. Elle se souvenait d'avoir été différente, toujours un peu en décalage. Élodie avait un ton autoritaire avec elle, comme une grande sœur ou une mère frustrée. Françoise, sa mère, n'avait jamais été très tendre. Elle avait élevé Claire avec distance, sans tendresse. Claire pensait que c'était sa faute, qu'elle n'était pas facile à aimer. Mais non, elle n'avait jamais été regardée comme une fille, ni par l'une, ni par l'autre. Un après-midi, elle retourna au cimetière. Le ciel était bleu cette fois, d'un calme indécent. Elle resta là, devant la tombe de Jean, et murmura « Tu m'as menti pour me protéger ou pour te protéger toi ?» Elle aurait voulu qu'il lui réponde, qu'il s'explique, mais le silence des morts est plus dur encore que celui des vivants. Derrière elle, une voix douce. Il avait honte, Claire. Il s'est toujours senti coupable. C'était Madeleine, l'amie de toujours d'Élodie, une femme frêle aux lunettes épaisses qui avait été présente à tous les événements de son enfance.
Je crois qu'il voulait te dire la vérité depuis longtemps, mais il ne savait pas comment. Il avait peur de ce que tu ferais. » Claire se tourna vers elle. « Et toi, Madeleine, tu savais ?» Un long silence. « J'étais là quand tu es née. J'avais 17 ans, moi aussi. J'ai vu Élodie pleurer quand ils t'ont arraché de ses bras. J'ai vu Françoise forcer un sourire devant les gens du village. J'ai tout vu, et j'ai tout gardé pour moi. » « Pourquoi ?» souffla Claire. « Parce que j'ai eu peur aussi. Peur de ce que ça ferait à tout le monde. Peur que tu souffres plus encore. » Claire baissa les yeux, ses mains tremblaient. « Mais j'ai souffert quand même, toute ma vie, sans comprendre pourquoi. » Ce soir-là, Claire écrivit une lettre à elle-même, pas pour tourner la page, mais pour ne pas oublier. Elle y nota cette phrase. « On m'a privé de mon histoire, mais pas de ma vérité. Et maintenant, je vais la reprendre. » Claire n'avait pas touché à la chambre de Françoise depuis son décès. Elle en avait toujours été exclue, enfant. C'était l'espace de maman, un endroit interdit, sacré, parfumé à la lavande et au silence. Pourtant, ce jour-là, poussée par un besoin viscéral de vérité, elle monta au grenier où les affaires de sa mère avaient été entassées dans de vieux cartons. Sous une nappe brodée, elle trouva une boîte en bois, verrouillée, un cadenas rouillé. Elle chercha la clé. Instinctivement, elle fouilla dans la couture du double fond du tiroir de chevet, un endroit où Françoise cachait parfois ses bijoux. La clé y était. À l'intérieur de la boîte, un journal, relié cuir, jauni, usé. Le nom de Françoise gravé discrètement sur la couverture. Claire hésita. Elle avait l'impression d'ouvrir un sanctuaire. Mais elle l'ouvrit quand même. Les premières pages dataient de 1979, l'année de sa naissance. Les mots étaient soignés, pleins de retenue, mais le cœur battait entre les lignes. Elle est là, le bébé d'Élodie, si belle, si calme. Elle ne comprend rien à ce qu'on lui fait. Elle ne saura jamais que je ne suis pas sa mère. Je me regarde dans la glace, je me dis que je dois y croire. Pour elle, pour Jean, pour le village. Il faut que je sois la mère qu'on attend, même si je ne l'ai jamais désirée. Plus Claire lisait, plus les murs de sa vie s'écroulaient. Élodie pleure tous les soirs. Elle veut la reprendre. Mais que dirait-on ? Une fille mère, une honte. Elle a fauté. Elle doit porter sa croix. Moi, je suis là pour réparer, pour sauver notre nom. Et puis, quelques pages plus loin, je n'arrive pas à l'aimer, je m'en veux, mais chaque fois qu'elle me regarde, je vois la faute. Je vois cette nuit où Élodie est revenue en larmes. Elle ne voulait pas dire qui c'était, juste qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. Claire s'arrêta, le sang se blassa dans ses veines. Elle ne voulait plus jamais le revoir. Elle tourna les pages avec frénésie et trouva, daté d'août 1984, « J'ai peur que la vérité ressorte ». Ce garçon, cet homme plutôt, il est revenu dans le village. Élodie a refusé de lui parler, elle tremblait. Jean a dit qu'il fallait qu'il disparaisse, il a parlé d'arrangement. J'ai fait semblant de ne rien entendre. Claire relut 3 fois le passage. Il y avait donc un homme dont personne ne parlait, le père biologique, et Jean avait voulu qu'il disparaisse. Un doute terrible naquit en elle. Et si ce n'était pas un secret de honte, mais un secret de peur? Un silence bâti non pour la protéger, mais pour cacher quelque chose de plus sombre encore. Elle ferma le journal, le cœur battant à tout rompre. Puis elle se leva, attrapa son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait plus utilisé depuis des années. « Allô, commissariat de Cahors, j'écoute. » Elle inspira profondément. « Oui, bonjour, je voudrais consulter un rapport de police concernant un homme disparu en 1984. » Ce qu'elle s'apprêtait à découvrir allait redéfinir non seulement son identité, mais aussi la moralité de toute sa famille. Le bureau du commandant Beaulieu à Cahors sentait l'archive humide et le café réchauffé. Claire s'y était rendue sans prévenir, armée de son calme apparent mais rongée par une angoisse viscérale. Elle avait eu de la chance. Le commandant Beaulieu était un homme de 58 ans, proche de la retraite, au regard fatigué mais honnête. Il l'avait accueilli poliment, intrigué. Une disparition ? Ça remonte à quand, vous dites ? Été 1984. Un homme, venu brièvement à Saint-Julien-de-Verdon. Il aurait eu un lien avec une certaine Élodie Marchal. Le nom fit tressaillir le commandant. Il se leva, alla jusqu'à une armoire métallique rouillée, fouilla longuement dans des dossiers jaunis. On n'a jamais ouvert d'enquête officielle, mais oui, voilà.
Il posa sur la table un rapport court, manuscrit. Objet. Signalement de disparition. Alain Gervais, né en 1958. Date. 12 août 1984. Circonstances. Vu pour la dernière fois à Saint-Julien-de-Verdon, hébergé temporairement dans une grange isolée appartenant à la famille Marchal. Note marginale, témoignage confus d'une jeune femme, Pierre M, ayant eu une altercation avec lui. Aucune suite judiciaire. Classé. Claire sentit une sueur glacée couler dans son dos. Elle désigna la note. Pur M, Élodie Marchal. Le commandant acquiesça. C'était une autre époque. Les plaintes n'étaient pas toujours prises au sérieux, surtout si la famille du coin avait du poids. Jean Marchal, c'était quelqu'un à l'époque, maire du village, propriétaire de plusieurs terres. On n'aimait pas faire de vagues. Claire s'enfonça dans la chaise. Et il y a eu une enquête? Quelque chose? Non, le gars a disparu. Aucun corps, aucune voiture, rien. On a parlé de départ volontaire, peut-être à l'étranger. Il n'était pas marié, pas d'enfant connu. Claire serra les poings. Mais Élodie, elle a dit quoi? Beaulieu baissa les yeux. Officiellement rien. Officieusement, elle aurait été enceinte de lui. En sortant du commissariat, Claire avait les jambes en coton. Elle marcha longtemps dans les rues de Cahors avant de s'asseoir sur un banc. Sa mère, violée, manipulée, aimante, victime, coupable, et Jean, son grand-père, et complice, protecteur, ou pire encore. Elle revoyait Élodie, tremblante, versant un café dans la cuisine, le regard fiant. Et soudain, une scène lui revint. Elle avait 8 ans. Elle était tombée sur une photo cachée dans un livre. Un homme jeune, brun, au regard clair. Il souriait, mais il n'était pas Jean. Elle avait demandé « C'est qui lui ?» Et Élodie lui avait arraché la photo des mains. Personne, oublie-le. Claire comprenait maintenant. Elle retourna à Saint-Julien. En chemin, elle fit un détour par la grange abandonnée mentionnée dans le rapport. Elle y était allée parfois, enfant, mais elle ne savait pas ce qu'elle cherchait exactement. Ce fut une odeur qui la guida. Terre, humidité, bois pourri. Et quelque chose d'autre. De métallique, de rouillé. Sous une dalle partiellement effondrée, elle trouva un anneau rouillé attaché à une chaîne. Et à côté, dans un renfoncement, un reste de tissu, marron. Et une montre cassée. Elle tomba à genoux. Quelqu'un avait été retenu là. La nuit suivante, elle confronta Élodie. « Alain Gervais, c'est lui, pas vrai? Mon père. » Élodie ferma les yeux, longuement. « Oui. Tu as été violée ?» Élodie hocha lentement la tête. « Il m'avait séduite, gentil au début, puis violent. J'ai voulu le quitter. Il est revenu. Jean l'a trouvé, et après, je ne sais pas. Je ne l'ai plus jamais revu. » Claire s'approcha. « Tu crois qu'il est mort ?» Silence. « Je crois que papa, Jean, l'a fait disparaître. » Claire sentit un mélange d'horreur, de peine et d'une compassion brûlante. Élodie fondit en larmes. « Je voulais te dire, mais comment? Toute ma vie j'ai porté cette faute, cette peur. » Claire la serra contre elle, pour la première fois, non comme une sœur, mais comme une fille. 3 semaines passèrent. Le silence du village était devenu pesant, presque hostile. Les gens évitaient Claire dans la rue, ne disaient plus bonjour. Mais elle s'en moquait. Elle n'était plus là pour être aimée. Elle était là pour savoir. Depuis la découverte de la chaîne et du tissu dans l'ancienne grange, quelque chose ne la lâchait pas. Ce n'était plus seulement une affaire de filiation, c'était une affaire de justice, d'humanité. Peut-être même de crime. Elle retourna voir le commandant Beaulieu. « J'ai trouvé des objets, des restes, une chaîne, une montre, dans une propriété appartenant à Jean Marchal. Il faut creuser. » Beaulieu fronça les sourcils. Il la fixa un long moment, puis répondit calmement. « Il faudrait une décision du parquet, et un juge qui accepte de rouvrir un dossier vieux de 40 ans. Mais s'il y a la moindre chance que ce soit un corps humain... » Il fit une pause. « Donnez-moi les coordonnées précises. Je vais envoyer une équipe. » Le 14 octobre, les gendarmes commencèrent les fouilles. Claire resta sur place, emmitouflée dans un vieux manteau, le regard fixé sur la terre retournée. Elle ne savait pas ce qu'elle espérait. Quand la pelle mécanique toucha quelque chose de dur, le monde sembla s'arrêter. Un os, puis 2, puis un crâne.
Le silence qui suivit fut plus lourd que tous les cris. Quelques jours plus tard, les résultats des analyses tombèrent. ADN compatible avec celui d'Élodie. Alain Gervais était là, depuis tout ce temps, enterré à quelques mètres de la maison où Claire avait grandi. Le choc fut immense. Mais ce fut pire quand le rapport médico-légal indiqua des traces de coups. Crâne fracturé, mort violente, pas un accident, pas un suicide. Un meurtre. La gendarmerie rouvrit officiellement l'enquête. Claire fut interrogée ainsi qu'Élodie, mais Jean étant décédé, il n'y avait pas de responsable vivant à poursuivre. L'affaire allait être classée comme un homicide ancien, non élucidé. Claire refusa. Il a tué, il a enterré un homme, et vous me parlez de prescription. Le commandant la regarda, impuissant. La loi est ainsi faite. Une semaine plus tard, Claire organisa une petite cérémonie au cimetière. Une sépulture fut dressée pour Alain Gervais. Une tombe simple, sobre, sans fioriture. Personne du village ne vint, sauf Madeleine, en retrait. Élodie y déposa une rose blanche. Claire, elle, prononça quelques mots. Tu n'as jamais eu la chance d'être un père, ni même un homme bon peut-être, mais tu as existé, et personne n'a le droit d'effacer une vie. Elle resta longtemps devant la tombe. Puis, au crépuscule, elle dit à Élodie « Je veux qu'on fasse un test ADN, pour moi, pour être sûre. » Élodie hocha la tête « Je comprends. » Le résultat, une semaine plus tard, confirma ce qu'elle savait déjà dans leur tripes. Claire Marchal était bien la fille biologique d'Élodie Marchal et d'Alain Gervais. Dans son journal intime, qu'elle tenait désormais avec une rigueur douloureuse, Claire écrivit « Je suis née d'un drame. » D'un silence, d'un effacement. Mais je refuse d'être un trou noir dans une lignée de mensonges. Je suis vivante, je suis entière, et je suis prête à exister, enfin. L'hiver approchait. Le village se vidait peu à peu de ses touristes, de ses rumeurs, de ses regards. L'affaire avait brièvement fait parler d'elle dans la presse locale, avant d'être étouffée sous une chape de silence. Personne n'aimait les histoires sales dans les jolis villages en pierre. On préférait le murmure aux aveux. Claire, elle, était restée. Contre toute attente, elle avait repris possession de la maison familiale, lentement, chambre par chambre. Elle n'avait rien jeté encore, mais elle avait déplacé les meubles, ouvert les volets, installé un bureau dans ce qui fut autrefois la chambre de Jean. Elle écrivait, pas seulement dans son journal. Elle écrivait l'histoire, pas la sienne, celle d'Alain, celle d'Élodie, celle de Jean, et celle de tous ceux qui, par peur ou par honte, avaient choisi le silence. Elle ne savait pas encore si ce serait un roman, un témoignage, un cri. Mais elle savait qu'elle ne se tairait plus. Un matin, elle alla frapper chez Madeleine. Cette dernière, vieillissante, l'invita à entrer sans un mot. Elles s'assirent au salon, devant 2 tasses fumantes. « J'ai besoin de comprendre, Madeleine, pas seulement les faits. J'ai besoin de comprendre pourquoi personne n'a parlé. » Madeleine prit le temps de réfléchir, puis dit doucement. Parce qu'on croyait faire le bien. C'est terrible à dire. Mais dans notre tête, à l'époque, on pensait qu'un scandale te détruirait plus que le mensonge. Et si le mensonge m'a détruite aussi? Madeleine hocha la tête, des larmes dans les yeux. Alors, on a eu tort. Mais on ne savait pas comment faire autrement. Claire murmura. Il faut que ça change. Les semaines suivantes, elle lança un blog anonyme, dans lequel elle publiait des extraits de son journal, des récits de victimes de secrets familiaux, des témoignages envoyés par d'autres. Le succès fut inattendu. Des centaines de commentaires, des femmes, des hommes, des enfants devenus adultes, racontant des vérités identiques, des silences semblables. Un message revint souvent. Je croyais être seule. Claire comprit alors que son histoire dépassait le village. Elle touchait quelque chose de plus vaste. Ce que la honte impose à une génération et ce que l'amour du silence fait payer à la suivante. Un jour, alors qu'elle revenait du marché, un jeune homme l'aborda timidement. « Vous êtes Claire Marchal, celle du blog ?» Elle acquiesça. Il lui tendit un petit carnet. « Ma mère est morte
en me disant que mon oncle était mon vrai père. Elle n'a jamais osé le dire avant. Je sais que vous comprenez. Tenez, c'est son journal. Je pense que vous devriez le lire. » Claire le remercia, profondément bouleversée. Elle rentra chez elle, serra le carnet contre elle et sut que sa mission avait changé. Elle n'était plus simplement une fille en quête de racines, elle devenait passeuse de voix. Un soir, elle demanda à Élodie de venir dîner. Elles s'assirent face à face avec du vin, des bougies et un silence plus apaisé qu'avant. « Est-ce que tu crois qu'on peut recommencer quelque chose ?» demanda Élodie. Claire la fixa longuement. « Non, on ne recommence pas. On commence autre chose, pour de vrai. » Elles levèrent leurs verres, non pas à la réconciliation, mais à l'authenticité. Et ce soir-là, en regardant les étoiles, Claire se dit « Je ne saurai jamais tout, mais je sais enfin qui je suis, pas ce qu'on a voulu que je sois, pas le fruit d'un secret, mais la femme qui a brisé le silence. » Un matin de février, Claire reçut une lettre recommandée. L'écriture manuscrite sur l'enveloppe lui était inconnue. À l'intérieur, une convocation. Tribunal administratif de Cahors. Un héritier de Jean Marchal, un cousin éloigné, contestait la légitimité de Claire à reprendre la maison familiale et demandait l'ouverture d'un nouvel acte de succession. Sur le papier, c'était logique. Claire n'était plus reconnue comme la fille de Jean. Elle était, juridiquement, la fille d'Élodie. Et cela changeait tout. Mais humainement, c'était un coup de poignard. Elle avait vécu là, elle y était née. Même dans le mensonge, c'était chez elle. Elle consulta un avocat. Puis s'enferma pendant plusieurs jours, refusant de sombrer dans la colère. Elle savait que cette maison représentait plus que des murs. Elle représentait une vérité retrouvée. Elle voulait se battre, pas pour des pierres, pour un symbole. Lors de l'audience, elle raconta son histoire devant les juges, pas en victime, en témoin. Elle parla de la lettre, de la chaîne, du journal de Françoise. Elle évoqua le silence du village, le poids des générations. Elle ne supplia pas, elle expliqua. À la fin, elle déclara « Cette maison n'a pas seulement été mon abri, elle a été ma prison. Et aujourd'hui, elle est mon terrain de reconstruction. Si vous me l'enlevez, vous n'en ferez pas une justice. Vous perpétuerez simplement l'effacement. Encore une fois. » Silence dans la salle, puis le juge prit la parole. Cette affaire dépasse le droit strict. Elle touche à la mémoire, à la filiation, à la réparation. Compte tenu des éléments et du consentement d'Élodie Marchal, nous reconnaissons à Madame Claire Marchal l'usufruit exclusif du bien familial. Claire ne sourit pas, elle ferma les yeux. Une larme coula, discrète. Elle n'avait pas gagné une maison, elle avait défendu son droit d'exister. Quelques jours plus tard, elle organisa un atelier d'écriture dans l'école du village. Les enfants étaient curieux, ils écrivaient leurs histoires, leurs rêves, leurs questions. Une petite fille leva la main. « Madame Claire, vous êtes une écrivaine ?» Claire répondit simplement. « J'étais une oubliée, maintenant j'écris pour qu'on n'oublie plus. » Le soir même, elle monta dans le grenier, ouvrit un vieux carton. Elle en sortit une photo retrouvée récemment. Jean tenant un bébé dans ses bras. Claire, à 2 mois. Il souriait. Un sourire triste, presque coupable, mais sincère. Elle plaça la photo dans un cadre sur son bureau. Non pour le pardonner, mais pour rappeler que même les bourreaux portent parfois des cicatrices. Et que l'héritage le plus puissant, ce n'est pas le sang, c'est ce qu'on décide d'en faire. Le printemps s'installait lentement sur Saint-Julien-de-Verdon. Claire pensait avoir atteint le cœur du mystère. Elle se reconstruisait, elle écrivait, elle vivait. Mais un appel inattendu bouleversa l'équilibre fragile qu'elle commençait à retrouver. C'était le commandant Beaulieu. « Madame Marchal, on a rouvert la scellée de la maison de votre grand-père pour archivage judiciaire et on a trouvé quelque chose dans un double plafond. » Claire, glacée, prit sa voiture et fonça jusqu'à la gendarmerie. Ce quelque chose était une boîte en fer dissimulée dans une poutre creuse au grenier. À l'intérieur, un carnet noir jauni par le temps et une clé. Le carnet appartenait à Jean Marchal. Ce n'était pas un journal, c'était un aveu. Il est revenu, ce salaud. Il s'est pointé au portail comme un chien, puant l'alcool et la haine. Il a crié le nom d'Élodie. Il voulait la revoir. Elle tremblait.
Elle m'a dit qu'il l'avait forcée, qu'il l'avait menacée. Alors j'ai fait ce qu'un père fait. J'ai protégé ma fille. Je l'ai frappé. 1 fois, 2 fois. Il est tombé. Sa tête a heurté la pierre. Il saignait. Il ne bougeait plus. Je suis resté là, figé, 1 heure. Puis j'ai appelé mon ami Léon le fossoyeur. On l'a enterré dans la grange. Il n'a rien dit. Il a compris. Je ne regrette pas, mais je sais que j'ai tué quelque chose en moi ce soir-là. Et qu'un jour, ma petite, notre petite, paiera le prix de notre silence. Claire lut ce passage en apnée. Elle comprit alors que Jean ne l'avait pas tuée 2 fois par omission. Il l'avait aussi sauvée. À sa manière tordue, archaïque, violente, il avait fait justice à sa fille, en silence. Mais il avait tué un homme et volé à Claire la possibilité d'un jour choisir elle-même ce qu'elle voulait savoir ou pardonner. La clé, quant à elle, ouvrait une petite boîte métallique rouillée, dissimulée dans la cave. Claire y découvrit un dessin d'enfant, une petite fille aux boucles brunes et au sourire maladroit, tenant la main d'un homme. Un mot écrit en lettres irrégulières, « Papy ». Il l'avait gardé, caché, comme un trésor interdit. Le soir même, Claire retourna sur la tombe de Jean. Elle y laissa le carnet dans une enveloppe et murmura sans haine, sans pardon. « Tu as aimé à ta façon, mais ton amour était fait de cendres et de chaînes. Moi, je veux aimer autrement. » Puis elle se retourna et s'éloigna, pas pour fuir, mais pour enfin vivre. L'été arriva doucement. La maison respirait autrement. Claire avait refait les peintures, ouvert toutes les fenêtres, laissé entrer l'air. Elle avait conservé certains meubles, mais réinventé l'espace. L'endroit ne portait plus seulement le poids du passé, il contenait désormais une mémoire maîtrisée. Elle avait décidé de rester dans le village, non par devoir, mais parce qu'elle l'avait choisi. Et parce qu'il était temps que quelqu'un, ici, parle à la place de tous ceux qui s'étaient tus. Son livre fut publié en septembre. Un récit romancé mais transparent. Elle y raconta tout. La lettre, le mensonge, le viol, le meurtre, la honte, le silence et cette renaissance lente, douloureuse mais réelle. Le titre était simple, brutal, sans appel. Je suis né 2 fois. Les critiques furent bouleversées. Les lecteurs encore plus. Des centaines de lettres affluèrent. Certains remerciaient. D'autres confessaient des secrets enfouis. D'autres encore demandaient « Comment avez-vous survécu ?» Elle répondait toujours la même chose. Parce que j'ai décidé que mon histoire ne serait pas celle de mes parents, ni de mes grands-parents. Elle serait la mienne, même si elle commençait dans le mensonge. Un jour, alors qu'elle marchait le long du lot, elle croisa une adolescente au regard sombre accompagnée d'une assistante sociale. La jeune fille la fixa, puis dit sans détour « C'est vous, la dame du livre, celle qui a été trahie ?» Claire hésita, puis répondit « Non, je suis celle qui a survécu. » La jeune fille hocha la tête. « Alors, peut-être que moi aussi je peux. » Claire lui tendit la main. « On commence quand tu veux. » Dans sa dernière lettre à elle-même, Claire écrivit « Je n'ai pas eu l'amour simple, ni les racines claires, mais j'ai eu la chance de pouvoir comprendre. Et quand on comprend, on peut enfin choisir. Choisir de transmettre autre chose que la honte. Choisir de laisser derrière soi autre chose qu'un mur. Peut-être une porte. » Puis elle referma le carnet, et pour la première fois depuis très longtemps, elle s'endormit, sans rêver du passé, mais en rêvant d'avenir. Il y a des histoires qu'on hérite et d'autres qu'on choisit d'écrire soi-même. Si celle de Claire vous a touché, si vous aussi avez grandi entre les silences et les secrets, alors ne gardez pas ces émotions pour vous. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient avoir besoin d'entendre qu'on peut se reconstruire. Laissez un commentaire, même en quelques mots pour dire que vous êtes là. Et si ce récit vous a bouleversé, abonnez-vous. Parce que sur cette chaîne, nous racontons des vérités qu'on cache trop souvent. Des vérités qui peuvent, parfois, libérer une vie.